c'est un peuple autochtone, mais qui par rapport aux autres tribus se retrouve à être minoritaire. C'est de ce peuple-là qu'on parle dans la Constitution. Et vous me demandez également de savoir si les juges congolais peuvent appliquer les règles de droit de l'homme. C'est une question qui est pendante jusqu'à ce jour, parce que le juge congolais actuel n'est pas formé pour l'application des règles de droit de l'homme. Mais de quelle manière le juge va intégrer dans sa décision les règles de droit de l'homme? Cette manière-là n'est pas encore spécifiquement enseignée au juge congolais qui est habitué à des procédures classiques du genre d'assassinat, du genre d'empoisonnement, du genre de meurtre. Donc c'est pour cela, je l'ai dit tantôt, que notre gouvernement s'est réveillé pour créer des chambres mixtes. Et lorsque vous lisez le projet, c'est qu'on va associer dans ces chambres-là même des magistrats étrangers pour juger les droits de l'homme dans notre pays. Parce qu'on se rend finalement compte que nos magistrats n'ont pas été suffisamment formés par rapport à cette question-là. D'autant plus que les droits de l'homme sont arrivés il n'y a pas très longtemps. J'ai dit, monsieur le Président. Le directeur de votre travail a demandé de vous compléter. C'est sûr que à compléter ou à poser une question, c'est sûr que ça servira aussi en même temps de couvercle. Mais s'il me permet, et je lui en demande la permission, même si je suis président de CELS, je souhaiterais d'abord quelques petits rectificatifs par rapport aux minorités dont on parle dans la Constitution. Ce n'est pas la minorité, ce sont les minorités nationales en rapport avec population, de la même façon que vous évoquez le cas des pygmées. Donc ce n'est pas la minorité ethnique. En principe, cette disposition constitutionnelle est inflationniste. Elle ne devait pas figurer dans la Constitution. Parce que justement, il y a un effort pour intégrer les pygmées et ils doivent être protégés comme tels sans qu'on parle nécessairement des minorités. Ça peut prêter à confusion. Qu'elles subordonnent les textes de loi. Les textes de loi sont des filles de la Constitution et non pas le contraire. Donc, il vaut mieux, en lieu et place d'un code en rapport avec les droits de l'homme, que simplement ce qui se trouve dans la Constitution soit respecté. Et là, nous sommes d'accord avec vous, si vous insistez sur le respect des droits de l'homme en RDC. C'est pour ça que nous attendions que vos enquêtes aillent dans le sens du recoupement, c'est-à-dire d'un monitoring en rapport avec un constat, un état des lieux de l'application réelle des dispositions constitutionnelles avec le contexte des droits de l'homme à Lubumbashi ou dans une commune de Lubumbashi. Monsieur le doyen. Monsieur le Président, merci pour la parole que vous m'avez donnée. Et je voudrais un peu revenir à M. Kandolo. Vous semblez ne pas donner beaucoup d'importance au mécanisme de prévention en dehors des juges. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres mécanismes qui devraient être exploités pour nous permettre d'arriver à une garantie effective des droits de l'homme? J'entends par exemple, vous savez que, j'ai dit tout à l'heure, pour moi, pour notre pays, il faut qu'il y ait une culture, une croyance largement partagée entre les gouvernants et les gouvernés. Et si cette culture n'existe pas, je dirais aux intellectuels à vous, dans cet droit de l'homme, de pouvoir mettre en place une politique pour la susciter, pour la créer, maintenir et consolider. Moi, je pense que la question dans notre pays concerne non seulement, disons, si vous voulez, les présents, mais aussi le futur. Pourquoi on va proposer que ce droit de l'homme, dans ces traités généraux, puisse figurer parmi les cours qui doivent être imposés à partir de la maternelle? C'est un projet, c'est une projection.
il faut préparer. Concernant le milieu ancien qui est le nôtre, ne permet pas d'asseoir cette culture. Il faut commencer par le début, l'école maternelle. Il faut que cet enseignement soit imposé à tous les niveaux de la formation. C'est une suggestion que je vous fais parce que vous semblez trop vous focaliser sur le mécanisme de répression plutôt que de prévention. C'est très important ça. C'est le président, monsieur. Merci, monsieur le directeur. Voyez-vous, le directeur de vos recherches est bienveillant, souvent, à l'égard des conclusions de votre travail. Alors, le jury a encore 15 minutes, à supposer que les honorables membres de ce jury aient un souci par ailleurs. Et déjà, compte tenu de ce fait, si vous prenez l'article 215, en tout cas 214, alinéa 2 de la Constitution, vous avez la réponse sur la question que nous vous avons posée. Est-ce que le juge interne congolais peut-il appliquer directement les dispositions relatives aux droits de l'homme? Il doit les appliquer lorsqu'il s'agit de dispositions self-exécutives. Il les applique immédiatement. Les autres dispositions, notamment en rapport avec les droits créances, doivent être publiées au journal officiel sans que cette publication... Merci, Monsieur le Président. Dans l'ensemble, les règles de droits de l'homme sont des règles impératives. Toutes les fois que le pays a adhéré à un instrument juridique international des droits de l'homme, ça dépend si c'est un pays qui applique la thèse moniste ou la thèse dualiste. Et si c'est un pays qui applique la thèse moniste, il n'a pas besoin de la réciprocité, surtout lorsqu'il s'agit des règles impératives comme les infractions relatives aux questions de la compétence internationale, comme le crime de génocide, comme le crime contre l'humanité, etc. Donc là, oui, je disais que les règles de droits de l'homme, parce que ça touche à l'être humain, le pays n'a pas besoin d'attendre ou de la clause de réciprocité lorsque il se retrouve dans le cas de violation du droit de l'homme dans son pays. Et j'ai dit que les règles de droit de l'homme sont des règles qui s'appliquent sont des règles qui s'appliquent, des règles impératives. Et donc le pays n'a pas besoin, surtout lorsqu'il s'agit des infractions relatives, par exemple, aux crimes contre l'humanité, aux crimes de génocide. Là, il n'a pas besoin de réciprocité. J'étais en train de dire que dans tous les cas, on doit examiner si l'État applique et de la thèse moniste ou de la thèse dualiste. C'est ce que j'étais en train de dire. J'ai dit. Bien, il y a un membre de ce jury en suppléance qui souhaite poser la question et qui se trouve dans la salle. Monsieur le Président, j'avais quelques petites préoccupations que je voulais d'abord échanger avec le récipiendaire. Finalement, c'est la question de prendre une position à peu près ce que j'aurais dit. En disant du travail du récipiendaire qui est très bien fait, un travail qui est rédigé avec 11
me rends plutôt compte que le responsable avait négligé un aspect des choses. Lorsqu'il parle de violation des droits de l'homme, l'absence de mécanismes de réparation des droits de l'homme en République démocratique. Évidemment, à l'une des questions à lui poser, il a semblé dire que les cours et tribunaux pour les juridictions judiciaires ne sont pas appelés à connaître de ces violations, il fallait un mécanisme juridictionnel spécial. Mais quand vous dites que les cours et tribunaux ne sont pas appelés à connaître de ces violations des droits de l'homme, ça dit qu'un peu. Est-ce qu'après ces rappels, pouvez-vous confirmer, pouvez-vous confirmer que réellement les cours et tribunaux qui existent actuellement ne sont pas fondés à connaître les violations des droits de l'homme? Et aussi, je voudrais savoir si vous mettez ensemble les violations des droits de l'homme et le concept de violation massive des droits de l'homme. Si vous ne faites pas, si vous ne mettez pas les deux ensemble, pouvez-vous nous dire quelle est la différence entre les violations des droits de l'homme sur la communauté des causes et tribunaux, ainsi que le problème des violations massives des droits de l'homme qui se posent et pour lesquelles on exige une certaine connaissance approfondie. Ça, c'était le premier aspect. Le deuxième aspect, je vous ai attendu en vous disant, vous dites que vous demandez qu'on puisse soustraire de la Constitution les articles relatifs aux droits de l'homme. Pensez-vous qu'il y a dans ce monde un seul constitutionnaliste qui peut vous les considérer? Merci, Monsieur le Président. Si je peux confirmer que les causes et tribunaux ne sont pas habilités à appliquer les droits de l'homme, je ne peux pas le confirmer parce que j'ai dit ça dans mon travail, que les règles des droits de l'homme se retrouvent dans différentes législations, notamment le code pénal, le code du travail, etc. Et donc celui qui applique ces règles-là, ce sont les causes et tribunaux. Mais lorsqu'il s'agit de déterminer par exemple les auteurs, vous verrez par exemple lorsque quelqu'un est poursuivi pour avoir assassiné quelqu'un dans un quartier, et cet auteur-là qui est poursuivi à titre individuel, simplement parce que les gens qui doivent le juger ne vont pas avec la logique de droit de l'homme. En principe, la personne qui doit être assimilée pour réparer le préjudice subi du fait de cet auteur-là, c'est l'État. Il n'y a pas de juridiction qui applique ces principes-là ici chez nous, simplement parce qu'il n'y a pas une formation. Je parlais plutôt de la formation de magistrats. La différence entre violation des droits de l'homme et violation massive des droits de l'homme. Les violations massives renvoient à la masse, à des crimes de grande échelle, comme lorsqu'on assassine toute une tribu, c'est une violation massive. Mais lorsqu'on viole, lorsqu'une seule personne est atteinte dans ce droit, il s'agit bien de la violation du droit de l'homme, notamment lorsqu'on arrête quelqu'un de manière arbitraire. C'est une simple violation du droit de l'homme. Mais lorsqu'on arrête plusieurs personnes d'une même tribu, d'un même quartier, ça devient une question d'une violation massive. Ça se situe à l'échelle, au nombre de personnes et au temps. Par exemple, pendant une semaine ou pendant une année, ça devient une violation massive, même s'il y a des cas d'individualité, mais qui se sont commis suivant un temps échelonné un peu long. Est-ce qu'on peut soustraire? Je vois que M. le Président a déjà fait des observations par rapport à ça. Est-ce qu'on peut soustraire de la Constitution certaines dispositions pour en faire un code spécifique? Mais notre pays est de cette logique-là. Déjà avec la loi fondamentale, ce sont des dispositions relatives aux droits de l'homme qui se retrouvaient dans la loi fondamentale de 1960, alors que la Constitution également existait. Donc ce n'est pas une innovation. En fait, j'ai dit à l'exemple de la loi fondamentale, je propose que notre pays ait un document spécifique. Et cette tentative a déjà eu lieu. Il y a eu déjà une charte congolaise des droits de l'homme lorsque les participants se retrouvaient à le dialogue intercongolais se retrouvait à San City. Il y a eu déjà des
colloques qui se sont passés et on a proposé la charte congolaise des droits de l'homme. C'est pour dire que la Constitution est trop chargée et qu'il faut un texte. Et dans ce texte-là, comme on le fait avec le code pénal, le code du travail, il y a des dispositions relatives au rapport entre employeur et employé. Il y a aussi une juridiction qui est chargée de juger ces choses-là. C'est comme ça que j'ai proposé, au-delà du fait que dans ce code, on doit contenir toutes les dispositions qui sont dans la Constitution, avec d'autres lois éparses, on va mettre dans ce code-là, mais aussi on va organiser un organisme qui sera chargé de poursuite et même de prévention, comme l'a dit mon directeur, des questions du droit de l'homme. C'est ça votre apport juridique que vous venez de préciser avec tant d'insistance à la fin de votre défense. De ce fait, nous remercions les membres du jury et nous remettons la parole au président de Émilie Mazanga, patience, avoir confiance, avec confiance, passe à la kissi pour ma confiance. Lilo Mazanga, Katia, souffrance, malgré ça, monte malin des apposés. Et Panyo, monte malin des apposés. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira par apparaître. L'amitié qui, comme l'argile dans le mer, il protège. Ebili bakota na kati ya avion, babima batika bakiti, c'est-à-dire tourna yo péjali. Tala, ebili basala mariage, basilisa mibali mpe basi nyonso te, c'est-à-dire tourna péjali. Ebili bakende États-Unis, basonga batikande yango, c'est-à-dire tourna yo péjali. Ebele bakota maternité, babima batika bambetu, c'est-à-dire tourna yo péjali. Abakuka lobaki, même si la promesse tarde, attends-la jusqu'à ce qu'elle va s'accomplir. Nous autorisons, Monsieur le Président du jury, de proclamer les résultats de la délibération. Merci. Procès verbal de la défense de mémoire du diplôme d'études approfondies de M. Kandolo, Onufuku Kandolo. Nous, président, secrétaire et membres du jury chargé par le recteur de l'université de Lubumbashi de procéder à l'examen de mémoire présenté par M. Kandolo, Onufuku Kandolo, pour l'obtention du diplôme d'études approfondies en droit. Après délibération en huis clos, avons pris la décision suivante. Monsieur Kandolo, Onufuku Kandolo, a réussi avec mention grande distinction. Nous, professeur ordinaire Malamboul Pochi, doyen de la faculté des droits, agissant au nom de monsieur le recteur de l'université de Lubumbashi, vu le procès verbal du jury chargé de procéder à l'examen de la dernière épreuve en vue de l'obtention du grade de diplôme d'études approfondies en droit, attendu que toutes les dispositions réglementaires prescrites pour la présentation d'un mémoire d'études approfondies en droit, notamment l'ordonnance loi numéro 81/026 du 30 octobre 1981, telle que modifiée et complétée à ce jour par l'ordonnance loi numéro 085/012
du 29 mars 1985. L'ordonnance loi numéro 82/803 du 6 février 1982 relative à la collation des grades académiques aux universités, spécialement son article 1er, ainsi que le règlement organique de l'université de Lubumbashi, spécialement ses articles 228, 235 et 237, ont été rigoureusement respectés. Vu l'ordonnance numéro 81/143 du 3 octobre 1981 portant création de l'université de Lubumbashi, vu l'arrêté ministériel numéro 008 Minesu portant désignation et nomination des membres du comité de gestion de l'université de Lubumbashi, spécialement en son article 1er, conférons à M. Kandolo Onofuku Wakandolo, au nom de M. le recteur de l'université de Lubumbashi, le grade de diplômé d'études approfondies en droit, et déclarons que le candidat a la jouissance de tous les droits et avantages attachés à ces grades académiques obtenus conformément à l'ordonnance loi précitée. Fait à Lubumbashi, le 25 juillet 2011, le doyen de la faculté de droit, Malangum Poshi, Amalangwam Poshi, professeur ordinaire. Nous peuplerons ton soleil, nous assurerons sa grandeur. 30 juin au doux soleil, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour
wesh warukata diwatanga ya oruwe diwatanga mikuru ulani mikuru matawa chikupu na kushiktisha Au nom de tous les Kandolos, nous voulons vous remercier pour avoir rehaussé de votre présence en ce lieu, cette grande soirée, ayant abandonné toutes vos occupations précieuses, et nous vous souhaitons donc à tous la cordiale bienvenue. Si nous avons voulu partager avec vous la joie qui anime les Kandolos en ce jour, c'est à cause du concours de plusieurs événements qui se sont réalisés dans l'espace de 5 ans. Tenez, dans cet espace de 5 ans, le doctorant Kandolo a dû obtenir 2 diplômes, à savoir, donc 2 diplômes de 3e cycle en droit. Le premier, c'était en droit international et européen des droits de l'homme à la faculté de droit et sciences politiques de l'université de Nantes. Nous sommes en France. Nous parlons de maître Félix Kandolo. Peut-être beaucoup ne le connaissent pas. Peut-être beaucoup ne savent pas où est-ce qu'il est assis et où est-ce qu'il se trouve. Nous demandons au maître Kandolo à l'honneur ce soir de se tenir debout pour que tout le monde puisse voir le doctorant à l'honneur ce soir-là. Et ce sera avec vos applaudissements, s'il vous plaît. Où est maman Lydie? Où est maman Lydie? Nous avons besoin de la maman Lydie avant de soutenir Nico Papa. Maman Lydie est où? Maman Lydie, venez soutenir papa. Maman Lydie. Maman Lydie. Le doctorant Kandolo a donc obtenu 2 diplômes de 3e cycle en droit. Le premier en droit international et européen de droit de l'homme à la faculté de droit et des sciences politiques de l'université de Nantes. Nous sommes en France et le 2e diplôme c'est en droit de l'homme, spécialisation en droit économique, sociaux et culturel au collège universitaire Henri Dunant à Genève en Suisse. Mais non, c'est des grandes choses. Ça mérite encore une fois des applaudissements.